Bienvenue sur Révolution des cœurs, le podcast qui libère la parole des femmes de culture arabo-musulmane. Ici, nous brisons les tabous et nous parlons d'amour et de liberté. Dans ce nouvel épisode, Jamila nous raconte sa quête d'émancipation, la pression exercée par sa mère, la rencontre avec son futur mari et ses grossesses affectées par le rejet. Jamila met l'accent sur un sujet malheureusement central, aux conséquences ravageuses pour de nombreuses jeunes filles issues de familles musulmanes, le culte de la virginité. La douloureuse épreuve des certificats de virginité lui fut imposée par sa mère, pour s'assurer de la bonne vertu de sa fille. Bonne écoute. Aujourd'hui, à 50 ans, je me définis fièrement comme une fille de la République. Mon parcours a été certes semé d'embûches, un chemin pavé de doutes, d'affrontements, mais avec du recul, surtout d'amour. Mon histoire, elle commence en 1974, dans une petite ville où je suis née en tant que première fille, alors que tout le monde s'attendait à un garçon. Déjà, cette première déception m'a appris que je devais lutter pour me faire une place dans un monde qui avait des attentes bien définies. En grandissant, j'ai eu la chance de vivre, enfin, je le croyais à ce moment-là, dans une famille où la structure était certes traditionnelle. Mon père, il partait chaque jour à l'usine avec sa cantine. Tandis que ma mère, bien que peu visible à l'extérieur, exerçait un pouvoir silencieux à l'intérieur de notre foyer. Ce que beaucoup pourraient interpréter comme un patriarcat, en fait, en réalité, c'était un matriarcat. Ma mère, en tant que femme d'autorité, elle guidait nos vies avec une main de fer, imposant des valeurs qu'elle considérait comme sacrées. Avec la religion, elle a tissé une toile d'attente et de règles qui pesaient lourdement sur mes choix. Dans son esprit, la préservation des traditions et les valeurs religieuses étaient non seulement essentielles, mais aussi sa manière de préserver notre identité. Elle le pensait, fondamentalement. L'une des manifestations les plus troublantes de cette emprise était la pression qu'elle exerçait sur ma vertu. Chaque année, pour se rassurer, pour prouver ma pureté, je devais passer par la douloureuse formalité des certificats de virginité. Pour moi, ces papiers étaient des rappels constants de son doute et de ses attentes. Je me souviens des moments où je me sentais dévalorisée, réduite à un morceau de papier, alors que l'essence de ma personne était bien plus complexe que cela. À l'adolescence, j'étais piégée entre l'envie de me conformer à ses attentes et le désir de vivre selon mes propres normes. Chaque certificat de virginité devenait une signature de soumission à sa pensée, une preuve de ma conformité à un idéal qui, au fond, ne m'appartenait pas. C'était douloureux de réaliser que mon corps, mes choix et mes aspirations étaient toujours à la merci des jugements d'autrui. J'ai essayé de comprendre. À 18 ans, elle a été mariée avec un homme d'une trentaine d'années de plus qu'elle. Un homme, tout en étant présent, son mari, mon père, était souvent comme un fantôme dans le cadre de cette structure matriarcale. Les affrontements amplifiaient mes frustrations alors que je tentais de concilier mes croyances avec celles de ma mère. Je commençais à comprendre que son esprit, tout en étant influencé par la religion, était aussi profondément ancré dans son désir de protection et de préservation de ce qu'elle pensait être notre héritage. Mes années de collège ont été cruciales pour ma prise de conscience. Des professeurs, et je pense notamment à une professeure, qui a été présente d'ailleurs à mon mariage, une passionnée, m'a ouvert les yeux sur le potentiel que je pouvais atteindre. L'histoire de France était devenue mon sujet favori, un moyen d'évasion qui me permettait de rêver d'un futur meilleur, loin des règles et des attentes de ma mère. À cette époque-là, j'ai compris aussi qu'être une beurette signifiait également naviguer à travers des nuances de complicité. J'ai vu des amis partir au pays et ne jamais revenir. Mon père, sur ce coup-là, m'a sauvée. Il m'a ramené un été où elle avait décidé de me marier avec un cousin quelconque. Peut-être aujourd'hui, tout en y réfléchissant, je serais en train de paître des chèvres dans une montagne, et je n'exagère à peine. Après avoir réussi mon bac avec détermination, je cherchais un emploi d'appoint pour financer mes études. Et à 22 ans,
j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, le père de mes enfants. Mais notre amour a été tout sauf simple. À peine la nouvelle s'était répandue que le scandale avait éclaté. Il était protestant et était perçu comme un intrus dans un monde où chaque détail de mon existence avait été soigneusement orchestré par ma mère. Mon père, quant à lui, maintenait un contact discret avec moi. Il apparaissait parfois en arrière-plan de ma vie. Par exemple, lors de la naissance de mon premier fils, il a même fait le chemin pour le voir, mais sans jamais le dire à ma mère. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de mon premier enfant, la joie a été remplacée rapidement par la peur. Ma mère, toujours soumise à ses croyances, a menacé de tuer mon enfant dans mon ventre. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi de me battre. Chaque jour, je me retrouvais plongée dans un conflit me défiant à la fois de l'héritage matriarcal de ma mère et des attentes de mon amour pour mon homme. J'ai vécu cette grossesse comme une aventure douloureuse, m'accrochant à l'idée d'une nouvelle vie. Un jour même, lors d'une rencontre avec une amie de ma mère, j'ai ressenti l'impact de ma décision. Elle m'a regardée avec des airs décomposés et m'a dit « Mais t'es pas morte ?» Elle ne comprenait pas que j'avais choisi, malgré la douleur, l'amour comme un chemin de vie. À chaque battement du cœur de mon enfant, je savais que ma lutte avait un sens, que ma décision transcendait les limites imposées par ma mère. Je ne l'ai pas vue pendant plusieurs années. Mon parcours, semé de cicatrices et de blessures, a aussi été le récit de ma résilience. Les souvenirs, les coups de martinet, les tentatives de circoncire plus tard mes enfants, n'ont fait qu'affermir ma détermination à me libérer. Aujourd'hui, je suis en paix. J'ai forgé ma propre identité en dépit de la pression d'un matriarcat rigide, loin des attentes qui pesaient sur moi. Finalement, le plus beau cadeau que ma mère m'ait laissé, malgré toutes ces contradictions, c'est la capacité d'élever mes deux enfants dans le respect du libre choix, du libre arbitre. J'ai choisi de leur inculquer l'importance de décider de leur vie, de leur propre destin, de ne pas renoncer à leurs rêves, indépendamment des pressions familiales ou culturelles. Ils grandissent avec la compréhension que l'amour et la liberté de choisir leur chemin sont essentiels. Aujourd'hui, je me retrouve orpheline, confrontée à l'absence de celle qui a façonné une partie de ma vie. Et souvent, je repense à cette jeune femme de 18 ans qui a quitté sa contrée algérienne pour vivre une existence qu'elle se réservait souvent subie ici en France. J'en veux beaucoup au regroupement familial, mais ça, c'est encore un autre débat. On en parlera peut-être un jour. Elle rêvait de liberté, peut-être, d'autonomie. C'est en regardant derrière moi, c'est difficile. C'est quelque chose que j'ai vécu, j'allais dire comme un rêve, non, comme un cauchemar, mais j'y suis arrivée. Et du haut de mon demi-siècle, je n'ai qu'un seul conseil à donner. Aimez qui vous voulez. Le combat pour l'amour, pour votre propre bonheur, cela vaut chaque instant de lutte. Chaque pas sur ce chemin, même plus douloureux, est une affirmation de la vie. C'est notre droit et notre privilège d'aimer, de choisir notre bonheur et de le vivre pleinement.